Alors, chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir une fois de plus Bernard Bourdin, qui vient tantôt nous présenter un de ses livres, tantôt intervenir dans nos débats sur des sujets en général théologiques et philosophiques. Et au cours d'une conversation, on a souhaité évoquer la question du bien commun, qui est une question difficile, c'est une fausse banalité. Il y a des enjeux très importants dans l'histoire de la pensée philosophique et théologique, et aujourd'hui c'est très confus comme notion. Certains de nos invités ont parlé des communs, on parle du bien commun, etc. Tu vas nous débrouiller tout ça, et puis ensuite, si tu veux bien, on pourra engager la discussion avec toi. Merci en tout cas Bernard d'être avec nous. Merci encore de m'inviter, Bertrand, et merci à tous les amis de la Nouvelle Action Royaliste. Et oui, bien sûr, je veux bien qu'on en discute, j'en ai là pour ça. Oui, c'est une notion compliquée, oui, c'est une notion compliquée parce que elle est à la fois devenue une notion valise dans laquelle on peut y mettre tout ce qu'on veut, et en même temps une notion, un concept même qui peut rendre bien des services aussi. Donc on ne peut pas être unilatéral, bien rejeter ou naïvement dire le bien commun, le bien commun. D'ailleurs c'est vrai, comme tu viens de le rappeler, on parle de plus en plus d'ailleurs du bien commun, en fait, au pluriel, ce qui est en dit long. Alors ça sera d'ailleurs au fond un peu au centre de mon propos, à la fois une dimension, disons, d'histoire philosophique, un peu théologique, pas trop longtemps, mais le faire quand même, parce que je pense que ça éclaire ensuite la position que j'essaierai de défendre pour aujourd'hui, puisque le thème, c'est au fond le bien commun dans une société fragmentée, qui est encore possible. On a tous à l'esprit, d'ailleurs, le livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, qui, par son titre et la problématique qu'il défend, montre bien que nous ne sommes plus dans une société homogène, loin de là. Et donc, parler du bien commun dans une société qui n'est plus homogène, ça complique beaucoup les affaires. D'ailleurs, je conclurai par ce biais, vous verrez, ça rejoindrait d'ailleurs la conversation qu'on a eue en aparté. Alors, tout d'abord, au plan de l'histoire des idées, ou philosophiques, le bien commun, bien sûr, il a une forte imprégnation liée au christianisme et au catholicisme, mais il est quand même antérieur, en fait, c'est un concept beaucoup plus ancien, et qui montre combien il est, comment dirais-je, voyageur dès le départ. Si on prend déjà première étape, j'en remonte loin, 2500 ans en arrière, ça fait quand même pas mal. Si on pense à nos deux monstres de la pensée philosophique, c'est Platon et Aristote, on a deux visions du commun. En fait, c'est même paradigmatique, ces deux visions qui vont se poursuivre au travers des siècles. Au fond, d'un côté, il y a la vision de la fameuse République de Platon, qui est un mauvais titre en termes de traduction, puisque ce serait plutôt la Politeia. On fait parler Platon en latin, comme il ne connaissait pas, on lui parlait en grec. Mais la Politeia platonicienne, en fait, est, comme chacun le sait, une utopie communiste. C'est le premier théoricien, finalement, du communisme, Platon, c'est pas Marx. Et donc le commun, pour lui, c'est une société parfaitement harmonieuse dans sa destination ultime. Et ça passe par un régime politique particulier, qui est le philosophe roi, et qui lui-même est tenu de être un exemple. Donc, puisque les philosophes dans la République de Platon, qui sont censés gouverner, leur vie conjugale et familiale est collectivisée. Donc on ne choisit pas ses épouses, on n'éduque pas ses enfants, au nom d'une reproduction parfaite. Et bien sûr, il y a aussi la dimension économique, où il n'y a pas de bien propre, mais que du commun. Mais oui, le commun, c'est y compris la vie privée comme la vie économique. Et donc on donne l'exemple du commun, donc il est déjà annoncé par ceux qui gouvernent. Alors on pourrait peut-être le proposer aujourd'hui le gouvernant, mais je ne pense pas que ça serait applicable, et souhaitable même. Et c'est si vrai que cette vision
du commun. Alors dans ce sens-là, on pourrait dire que le titre, la traduction latine de res publica de Platon nous parle plus pour nous, puisqu'il s'agit d'une chose publique. Donc elle est tellement publique qu'il n'y a pas de place pour du privé, quoi. C'est l'écrasement par le commun. Oui, c'est-à-dire que ça peut être une notion d'envers. Et d'ailleurs, le XXe siècle leur a appris, tous les systèmes communistes avaient mis en ambition du commun, sinon il n'y aurait pas le mot communiste, ça paraît clair. Donc ils savaient ce qu'était le bien commun, et j'y reviendrai d'ailleurs, c'est ça le problème d'ailleurs d'un jour. C'est la question du savoir du bien commun. Et Platon, lui, avait une idée très précise. On peut dire ça comme ça. Alors, c'est très vite, cette approche-là est contestée, puisque il a un collègue, entre guillemets, un philosophe qui s'appelle Aristote, qui lui a une vision tout à fait différente, puisque Aristote a une vision beaucoup plus réaliste au sens noble du mot, quand je dis réaliste. C'est-à-dire qu'il n'oppose pas les réalités sensibles à l'intelligible, c'est pour faire de la métaphysique, mais au contraire, il procède du sensible. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que si on veut bâtir une société ou une cité, elle procède de ce qu'est l'homme concret, et on connaît tous le postulat aristotélicien selon lequel l'homme est un animal politique, un zoon politikon, donc il est déjà doué de socialité, par sa vie conjugale, familiale, le village aussi, et enfin la cité qui est le top niveau de la rationalité, de la sociabilité, de la socialité. Mais pour Aristote, la politeia, ou la cité, puisqu'elle procède de différents degrés de la vie sensible humaine, l'homme s'accomplit, il recherche cet accomplissement de lui-même dans le bien, par les vertus, l'amitié aussi, mais par aussi la loi de l'échange. C'est-à-dire que chez Aristote, il y a une économie, et ce qu'il appelle la crématistique, il y a une vision de l'économie. Donc le privé, oikos nomos, c'est resté dans notre langage. Et donc ce qui relève du privé a tout à fait sa place, à la différence de Platon. Sinon, il n'y aurait même pas d'amitié possible, il n'y aurait pas de relation humaine. Et c'est ce qu'il reproche à Platon, d'ailleurs, c'est que il ne peut pas y avoir de vie économique si on est dans cette logique communiste. Donc il y a des échanges, il faut qu'il y ait des échanges, c'est très important. Et donc un équilibre entre le privé et le public, mais toujours dans une visée du public, hein, du commun de la cité, parce que c'est par là que l'homme s'accomplit dans sa visée du bien, qui est à la fois personnelle et aussi collective, et les deux en même temps. C'est pourquoi d'ailleurs Aristote ne sépare jamais l'éthique du politique. Les deux sont étroitement liés. Et donc par sa théorie des vertus, nous formons un commun dans l'échange par la vie économique et structuré, encadré par la cité. J'ai bien encadré, c'est-à-dire qu'on voit bien que la rationalité politique est forcément supérieure à celle économique, ce qui est une leçon de choses encore pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'Aristote, c'est un libéral modéré, un social-démocrate, si vous voulez, pour anticiper pour recourir à nos catégories modernes. Mais surtout pas donc la logique d'une harmonie communiste à laquelle il ne croit absolument pas. Alors, étant entendu que, aussi dans le grec, j'aurai l'occasion d'intervenir, le bien commun est une notion qui n'existe pas. En fait, c'est du Aristote traduit en latin et christianisé. Bien, c'est agathon en grec, agathon, et puis alors surtout, la cité, la politeia, par l'économie et la vie politique, a vocation à se suffire à elle-même. Ce qui aujourd'hui est très mal porté, puisque nous avons le devoir d'ouverture. Pour un grec, au contraire, il est très bien porté de vivre dans l'autarchia, l'autarcie. Donc, c'est par l'économie et la vie politique, nous avons tout intérêt à nous suffire à nous-mêmes. C'est le but même de la socialité de la cité. Si on ne se suffit pas à nous-mêmes, la cité ne sert pas à grand-chose. Donc il n'est pas question de vivre dans un monde mondialisé et hyper ouvert. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Donc la perfection de l'homme s'accomplit de cette façon. C'est ce qu'on appelle en philosophie morale un eudémonisme, hein, heureux, hein, monos, le bonheur unifié dans la vie, la cité. Alors, cette pensée, bien sûr, a eu beaucoup plus d'écho, de réception, une fois que le christianisme est arrivé,
Et en effet, elle a été, alors bien des siècles après, hein, elle a été théologisée. Et on pensera tous, évidemment, au théologien Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Mais Aristote est déjà revenu en force. Il a fait son comeback déjà au moins depuis le XIe ou XIIe siècle, mais à partir du XIIIe, c'est aussi plus vrai avec la dimension de la philosophie morale et politique, mais théologisée. Théologisée, bien sûr, la théologie est intervenue là-dedans. Elle a joué son rôle. Encore que le mot théologie est un mot grec et qui a été inventé qu'on trouve chez Platon et chez Aristote. En fait, le mot théologie n'est pas une invention biblique. C'est pas un terme biblique, en fait. Il faut le savoir. Comme se le rappeler. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme on dit. Et la théologie est un terme, au fond, d'usage qui est parfaitement chrétien, mais qui existait déjà chez les penseurs pré-chrétiens. Mais ce qui change, c'est que la vision du cas Thomas d'Aquin du bien commun, c'est une vision qui permet de redonner du poids à la vie politique et qui pouvait être singulièrement relativisée. C'était une des critiques d'ailleurs de Hannah Arendt à l'égard du christianisme, c'est d'avoir un peu vidé de sa substance le politique et lui préférer simplement le social, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Et chez Thomas d'Aquin, il y a le souci par Aristote de redonner du poids au politique pour le mettre à distance d'une vision trop spirituelle oui, spirituelle de l'existence, et surtout il y a un pouvoir suprême en face. Alors Thomas d'Aquin est très centriste, c'est un aristotélicien centriste, c'est-à-dire qu'il donne d'un côté et reprend de l'autre, c'est-à-dire que on ne peut pas oublier que c'est un religieux, donc il fait. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Il n'a pas osé aussi attention à ce qu'on disait, à ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'il a le pape, bien sûr, en face de lui. Alors, le problème, c'est le pouvoir du pape. En fait, ça. Et donc, redonner du poids à la vie politique, c'est prendre un peu de distance par rapport à une vision quasi-théocratique. Donc, c'est redonner de l'immanence aux politiques. Et tout naturellement, à ce moment-là, Aristote, qui était traduit en latin, en fait, en même temps un latin chrétien, en fait. Donc là, quand je dis traduit en latin, en fait, il est traduit en chrétien aussi. C'est deux langues. Enfin, c'est un langage, le christianisme est une langue, le latin, qui marche ensemble. Et donc, on a un Aristote tout à fait différent, puisque, d'abord, parce que donc, là, le bonum communé, le bien commun apparaît, hein, c'est vraiment dans la langue latine. Et puis, aussi, parce que c'est un Aristote qui est pensé d'une manière hiérarchisée. C'est-à-dire qu'il faut combiner à la fois la finalité du politique comme finalité éthique, une finalité éthique et politique, et qui est le bien commun. Hein. Donc on reprend les grandes thèses d'Aristote, tout en ne faisant attention à ne pas se paganiser. Hein, on est des chrétiens, donc pas oublier que la finalité supérieure, c'est la béatitude, c'est le salut, c'est la vision béatifique, pour parler comme un médiéval, qui est Dieu lui-même. Mais elle n'est pas cette vision court-circuitée. Elle ne justifie pas de faire l'économie de la vie politique. Donc le bien commun, c'est le premier étage, en quelque sorte, de la fusée, de la recherche du bien, et puis il y a un niveau supérieur. On retrouvera ça, Maritain au XXe siècle a abondamment appris cette vision-là. Donc c'est un Aristote christianisé, ça veut dire évidemment à la fois on y est fidèle dans ses grandes thèses de fond, et en même temps il est forcément un peu tordu. Forcément, puisqu'il est christianisé, donc il est théologisé dans une perspective à laquelle Aristote lui-même ne pensait pas. Si ce n'est la doctrine de l'immortalité de l'âme chez les Grecs qui montrait bien que le politique n'était pas la fin de tout. Il y avait une réalité méta. Alors là, en termes chrétiens, c'est-à-dire que le bien commun, il est une réalité méta. Il y a un autre niveau qui est le plus élevé. Donc il n'y a pas d'absolutisation du politique, et il n'y a pas non plus de négation. C'est ce qu'Aristote a permis à la pensée chrétienne, c'est cette dimension-là. Naturelle, surnaturelle, comme disent les théologiens médiévaux de cette époque. Alors, il y a aussi un point, avant d'aller plus loin, sur lequel je ne voudrais pas rater, parce que là aussi, c'est une question sur laquelle on va certainement revenir. Thomas d'Aquin n'a écrit aucun traité sur le bien commun. Zéro traité. Vous savez qu'il a écrit par
des méthodes de question, dans sa grande somme théologique, il y a aussi la somme contre les gentils. Mais dans la somme théologique, ce sont des traités dans lesquels il y a des questions. Et à l'intérieur des questions, il y a des articles. C'est sa méthode d'écriture, avec difficulté, objection, réponse. C'est une époque où il n'y a pas un auteur qui signe un texte. En fait, il s'appuie sur des autorités précédentes, il discute et il défend ensuite sa thèse. Il n'écrit que comme ça. Et j'ai été vérifié, il y a déjà assez longtemps de ça, bien sûr. Il y a deux grands traités pour ça. C'est le traité de la loi et le traité de la justice, qui est d'ailleurs le plus grand traité, quantitativement parlant, de la somme théologique. C'est donc un traité dans lequel il reprend d'ailleurs les grandes thèses aristotéliciennes sur la justice commutative, la justice distributive, tout ça, il n'y a rien d'original en fait. Hein. C'est du Aristote, mais une fois encore christianisé. Mais quand on lit la structure de ces traités, il n'y a jamais un titre de question ou d'article sur le bien commun, jamais. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que quand on dit bien commun, saint Thomas, etc., attention, c'est vrai. Il ne cesse d'en parler dans ces deux traités en particulier. Mais jamais il n'a élaboré un traité sur le bien commun. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est pas une déception ou une frustration que j'exprime, pas du tout au contraire. C'est même une grande satisfaction. Parce que, bien sûr, on est toujours satisfait quand les choses vont plutôt dans le sens de nos propres thèses. J'arrive. Le maître dominicain dit des choses qui arrangent mes affaires à moi au début du XXIe siècle. Parce que finalement, il est plus moderne que les problématiques qui vont apparaître à partir de la fin du XIXe siècle. On va y venir. Parce que ce qu'il appelle bien commun, c'est au fond, on pourrait dire, une visée formelle. Et une forme. Pour gouverner, il y a des moyens. Bon, la vertu de prudence, qui reprend d'Aristote, d'ailleurs, sauf que les mots ont changé, puisqu'on parle latin, donc mais c'est la même chose, la vertu de prudence. Il y a des vertus pratiques. Donc, au fond, c'est vieux comme le monde. Hein. Gouverner, c'est des moyens et une fin. Les moyens, ça passe notamment pour l'homme politique par la vertu de prudence. La mise en œuvre de la loi humaine, etc. Bon, pour la justice. Bon, mais là, il y a aussi l'héritage romain, aussi latin, puisque, au fond, loi et justice, c'est la même chose. Droit et justice, c'est le même mot, en fait. Le ius, ce qui est juste. Hein. D'ailleurs, il reprend une contradiction selon laquelle une loi qui n'est pas juste n'est pas une loi. Ça lui venait d'ailleurs de Saint-Augustin, qui lui-même l'avait repris à Cicéron, etc. C'est une très ancienne tradition. Mais il y a une fin, bien sûr. Le politique poursuit une fin. C'est bien encore une question d'aujourd'hui. Il poursuit une fin. Sa propre rationalité, son action. Et cette fin, c'est bien commun. Mais, point final, n'allez pas chercher une définition matérielle chez saint Thomas du bien commun. Aucune. Il n'y va pas, on pourrait lui dire, mais alors dites-nous, Thomas d'Aquin, dites-nous concrètement qu'est-ce que c'est que ce bien commun. La réponse, vous ne l'aurez pas. Il n'en dit rien. Il n'a rien à dire sur le contenu. Et il n'y a pas de définition matérielle. Et là, c'est là la confusion qu'on doit faire, c'est que et nous vivons une époque où on a plutôt tendance, ce qui se comprend très bien, à rechercher des définitions matérielles. Quand on dit le passage du singulier au pluriel, parce qu'on voit bien qu'on cherche un contenu. Hein. Lui ne s'intéresse pas à ça. Alors on peut dire c'est peut-être parce que c'est un religieux, il vit dans son couvent, il va à la Sorbonne régulièrement enseigner, et puis voilà, il rentre chez lui, et puis voilà, c'est un théologien d'abord avant tout, c'est pas un homme qui est imprégné des réalités politiques. On peut dire ça, mais je crois que c'est plus profond. C'est qu'il dégage une finalité, et donc il reste dans cette logique de l'eudémonisme d'Aristote, qui est une finalité qui elle-même n'est qu'intermédiaire, puisque la finalité ultime, c'est Dieu. Voilà. Bon. Après ça, vous débrouillez, le bien commun, c'est donc quelque chose de formel. Hein, et le politique qui ne recherche pas le bien commun, c'est un mauvais politique, c'est un mauvais roi. Le roi de Saint-Thomas, c'est bien sûr, il faut oublier qu'il a Saint-Louis, pas loin, à cette époque-là. Il est lui-même en analogie, d'ailleurs, avec le gouvernement divin. Hein. Il y a un rapport analogique entre le gouvernement royal et le gouvernement divin. Donc il doit orienter son action dans cet esprit-là.
Mais voilà, alors tout ça, bien sûr, a vécu. Hein, c'est-à-dire que ça correspond, diraient les anthropologues, je pense en tout particulièrement dans ces moments-là à Louis Dumont, qui était longtemps anthropologue à l'EHESS. Il nous aurait dit, ça c'est un monde holiste. Hein, que du monde de Platon à celui de saint Thomas, et même encore un peu après, de ce point de vue-là, le monde n'a pas tellement changé. Il n'y a pas d'accélération de l'histoire comme à notre époque. On reste dans une vision des anciens, comme j'aime bien dire à mes étudiants, c'est-à-dire une vision holistique. Et Aristote est un holiste plus calme et plus raisonnable que Platon. Lui, il radicalise. On comprend d'ailleurs qu'Alain Badiou de nos jours soit un platonicien et que Marcel Gaucher soit plutôt aristotélicien, comme il l'a dit d'ailleurs ici, dans cette maison, exactement là, cette place-là, je me souviens très bien. Je suis un aristotélicien. On connaît son débat d'ailleurs avec Badiou, c'est Aristote contre Platon, ce qui est vrai. Et donc, c'est pourquoi Badiou est dangereux, forcément. Gaucher ne l'est pas. Il est plus que pas dangereux, heureusement pour lui, plus que ça, quand même. Mais il est mieux que ça. Mais au moins, il n'est pas dangereux, ça c'est sûr. Il nous dégage une voie qui est quand même nettement plus sûre. Mais c'est holisme contre holisme, simplement d'une manière atténuée chez Aristote, et même encore chez saint Thomas. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on considère que l'homme est un animal d'entrée de jeu politique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit déjà dans un monde global, à l'image du cosmos dans lequel cet homme-là vit. Donc il n'y a pas d'individu philosophiquement pensé. Ça n'existe pas. Il y a des personnes, il n'y a pas d'individu. Donc c'est le bien commun, ou l'agathon chez les Grecs, est parfaitement pensable dans un monde d'anthropologie holiste. Et donc qui est homogène, et qui est loin d'être fragmenté, comme on dit. C'est pas du tout le monde dans lequel nous vivons. Et donc c'est un bien commun qui se fonde aussi, et ça c'est une autre question pour moi importante, qui peut se réaliser de l'intérieur d'un monde commun, en fait. Il y a une vision commune de ce monde. Les choses changent à partir du moment où, et là je passe bien sûr à grands traits, mais à partir de la réforme protestante, bien sûr, mais surtout à partir des fondements philosophiques de la politique moderne, les choses changent considérablement dès lors où toute la série qui va s'installer dans les fondements de la politique moderne, c'est depuis Hobbes à Rousseau, en passant par Spinoza, Locke, enfin les quatre grands théoriciens du contrat, et justement contrat, c'est le mot-clé, pour des raisons sur lesquelles ici je passe, réorganise complètement la grammaire, en quelque sorte, des fondements de la politique. Les règles du jeu, si vous voulez, sont... Et pour le coup, il y a des règles du jeu. À la limite, il n'y avait pas de règles du jeu chez les anciens. Les choses coulaient de certaine source. Là, on est devant un fondement qui part de l'individu. Il y a une invention de l'individu. Même si Hobbes parle de personne, mais c'est une personne individu, et qui est très auto-centrée sur elle-même, donc les fameux états de nature, l'égard de chacun contre chacun. Locke est un libéral, il y a au contraire une société. Alors, il y a quelque chose de néo-aristotélicien chez le fondateur du libéralisme qui est quand même extrêmement intéressant. Puisque dans son état de nature, il y a quand même une véritable socialité. On se marie, on fait des échanges commerciaux, tout va très bien jusqu'au moment où, patatrac, les échanges commerciaux créent de l'inégalité, et donc tout le monde n'est pas exactement propriétaire au même titre, et donc ça crée de l'inégalité, et donc des frustrations, et à partir de ce moment-là, à nouveau, tout le thème de l'état de guerre chez Hobbes revient chez Locke par ce biais-là, et donc il faut penser à l'état politique. Mais au départ, les choses se passent bien, ce qui en dit long aussi sur l'anthropologie politique du libéralisme, qui est un animal à la fois théologique, il y a un fondement théologique au libéralisme chez Locke, il ne faut pas l'oublier, il faudrait que les libéraux aujourd'hui le sachent, un fondement théologique chez le fondateur du libéralisme. Mais il y a une alliance de la théologie avec l'économie, puisque l'homme locquien est un animal économique, c'est un animal qui travaille, et sur un fondement théologique. Et donc il n'est politique qu'après. C'est-à-dire qu'on dit, tous ces gens-là, néanmoins, quelles que soient les variantes qu'il y a dans leur conception de l'état de nature et du contrat,
il y a toujours, puisqu'il y a ce concept d'état de nature, le passage d'un état qui n'est pas un état de socialité réel, ou en tout cas durablement satisfaisant, si on prend le cas de Locke, et Rousseau d'une autre façon aussi. Et donc, à un moment donné, il faut devenir politique. Autrement dit, on est passé d'un monde où on avait dans l'idée qu'on était naturellement politique, en gros, hein, même si on n'était pas forcément aristotélicien, mais il suffit d'aller voir, il y a quand même eu 2 siècles d'expérience de démocratie en Grèce, à Athènes. On vivait dans une cité, on ne pouvait pas ne pas vivre dans un cadre politique. Et ça, c'était lié au holisme. Dès l'instant où on pense, on invente la question de l'individu, et donc un régime d'égalité de chacun avec chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie. L'ancien système, ça veut dire aussi qu'il y a des hiérarchies. Toutes les âmes ne se valent pas. La justice ne se confond pas avec l'égalité dans le monde des anciens. Il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, pour nous, ça va avec, mais c'est pas évident. Et la rupture, elle est philosophique au XVIIe siècle. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus naturellement politique, mais on doit le devenir. On n'a pas le choix que de le devenir. Donc on reste malgré tout dans quelque chose qui est lié à la tradition de pensée occidentale, malgré tout. C'est pas un homo technicus, comme c'est le cas aujourd'hui, poussé à l'extrême. Malgré tout, ces modernes classiques, maintenant, rompent avec ce qui a précédé, mais en même temps, ils sont dans l'idée que l'homme, malgré tout, doit devenir politique. Il n'a pas le choix. Sinon, il va à la catastrophe. Ça n'ira pas. L'état de nature n'est pas un état viable durablement. C'est pas possible. Mais ça veut dire qu'il le devient et par un contrat. Donc ça veut dire que les individus nouent un contrat entre eux. Et ça va changer complètement le rapport au commun. Ça veut dire que le commun n'est plus quelque chose le commun, et a fortiori le bien commun, il ne va plus se penser comme quelque chose qui fait partie de l'impulsion interne de tous les hommes, hein, pour reprendre la perspective aristotélicienne et celle de Thomas d'Aquin. C'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus de l'ordre d'un acte de la raison. Hein. Nous avons intérêt à nous entendre. Intérêt à nous entendre. Parce que sinon, ça n'ira pas. Donc personne n'a intérêt. Donc, jusqu'à Rousseau et sa volonté générale. Hein. On ne peut pas vivre dans son amour-propre, on va dire Rousseau, simplement. Il faut vivre tourné vers l'autre. C'est inviable. Donc on a intérêt à s'entendre. Et donc toute la logique de ces théories du contrat, quelles que soient elles sont très variables, elles sont très différentes les unes des autres, mais c'est toujours une logique de contrat, puisqu'on va passer d'un état nature à un état politique. Et c'est toujours le fruit d'un acte de la raison, et qui fait qu'on va pouvoir faire du commun. Autrement dit, tout le dilemme de la modernité politique, et qui est venu jusqu'à nous, c'est comment faire du commun à partir d'une catégorie nouvelle qui est l'individu, qui est d'abord soit complètement tourné vers lui-même chez Hobbes, soit un animal propriétaire pour lui chez Locke, ou un animal de passion chez Spinoza, ou aussi chez Rousseau d'une autre façon, tenaillé entre son amour-propre et la pitié et la bonté naturelle qu'il peut aller avoir à l'égard des autres. L'homme rousseauiste est ambivalent, en fait. Heureusement, d'ailleurs. Mais donc il faut faire du politique à partir de cet individu. Et donc, a priori, c'est contradictoire. Hein. Il faut faire du collectif à quelqu'un, une catégorie qui ne l'est pas. Et donc, tous ces grands auteurs vont en fait essentiellement mettre l'accent plutôt sur le thème de la préservation de la vie ou la conservation de la vie, en fait. Parce qu'elle est d'abord liée à l'individu, et cette conservation de la vie, il faut la collectiviser, il faut lui donner un sens politique, pour qu'elle devienne en fait viable. Mais il ne parle pas vraiment, à ce moment-là, de bien commun. C'est-à-dire qu'on voit bien que donc, cette notion de bien commun a un sens très métaphysique, très philosophique chez les anciens, et la politique moderne s'est fondée sur une toute autre métaphysique qui, en gros, dans ses conséquences éthiques et politiques, est liée à la conservation de la vie. Alors, chez Rousseau, ça dépend aussi des traductions des uns et des autres, mais en gros, on peut dire plutôt intérêt commun, parce que bien commun, on peut l'utiliser, mais c'est quand même un bien qui est construit. C'est un bien qui est construit, c'est-à-dire qu'on accède à l'intérêt commun chez Rousseau
par le fait que la volonté générale vient nous... Elle ne peut pas errer, d'ailleurs, je veux dire. Elle nous dit ce que nous sommes, ce que nous voulons. Hein. Nous avons aboli nos volontés particulières. Oui, donc c'est une démocratie absolue. Et qui, d'ailleurs, est une espèce de platonisme, à mon avis, d'un genre nouveau qui peut être dangereux, comme on l'a vu, d'ailleurs, à un certain moment de la Révolution française. Nous vous forcerons à être libres, en quelque sorte, dans une liberté civique. Donc, c'est un acte de la raison, hein, qui doit transformer les individus. Donc c'était pas du tout une question qui traversait les anciens, pas du tout. C'est totalement nouveau. Alors, bien sûr, les Anglais, si on prend Hobbes, le Léviathan, c'est un Commonwealth en anglais, hein, donc richesse commune, donc il y a un commun. Il y a un commun dans ce sens-là. Hein. Donc le mot ne disparaît pas si on veut, hein, mais il a un sens qui est très différent et qui relève quand même d'une logique de l'intérêt que nous avons à vivre ensemble, et non pas comme une vertu par laquelle nous serions habités, qui nous pousse à rechercher naturellement le bien, comme le pensait un Aristote ou un Saint Thomas. Donc il y a une cassure là, qui s'est produite, qu'on le déplore ou non, c'est ainsi. Et c'est à cela que je veux revenir, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, nos démocraties libérales en ont résulté de manière concrète. Ce qu'on appelait démocratie libérale, d'ailleurs, qui, tant nous soit dit, ne sont pas au départ faites pour s'entendre. D'ailleurs, Locke est d'abord un libéral, Rousseau est suffisamment foncièrement un démocrate, et donc très antilibéral. Aujourd'hui, ce serait un populiste, je dirais même. Donc libéralisme et démocratie sont plutôt antinomiques, encore, dans ces pensées. Ça va pas de soi. Hein, parce que justement, d'un côté, il y a l'individu avec lequel on peut composer pour faire quelque chose de commun, et puis chez Rousseau, la démocratie, poussée jusqu'au bout, c'est presque une tentative d'ailleurs de restaurer, c'est ça l'ambivalence, en même temps de la vieille cité athénienne, mais sur un mode moderne. Hein, donc c'est le grand tout, c'est de retrouver une grande totalité. Mais en partant de l'individu, c'est ça le dilemme. Et on voit bien que la synthèse démocratie et libéralisme s'est faite finalement qu'à partir du XIXe siècle, hein, mais progressivement, et on en voit encore aujourd'hui d'ailleurs, on voit bien que cette scission peut se réopérer quand on parle de démocrature. Et ici, dans nos sociétés, elles sont peut-être plus... je suis assez convaincu qu'on est dans des sociétés qui sont beaucoup plus libérales et peut-être de moins en moins démocrates. D'ailleurs, je ne vois pas si on n'est pas en train de retrouver, à mon sens, une césure qui existait au départ, en fait. Quand on dit démocratie libérale, c'est une synthèse qui apparaît, ça apparaît de soi, mais c'est une synthèse construite. Mais ça ne va pas de soi, tant que tel. Là, on vit vraiment un peu sur une légende, ça ne va pas du tout de soi. Hein. Et les grands libéraux se sont opposés, bien sûr, à Rousseau. Je pense à Benjamin Constant, au XIXe siècle. Le fait, le nerf de la guerre, c'est le refus de la représentation chez Rousseau. Donc la démocratie directe, finalement, ou un libéral qui veut bien être démocrate, c'est la représentation. Hein. C'est un débat qui aura fait surface, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Où on veut la représentation, donc on accepte d'aliéner nos volontés particulières par les représentants, ou alors on ne le veut pas, dans ce cas-là on fait du Rousseau, mais bon, c'est pas garanti, hein. Vous avez compris mes doutes. Donc à ce moment-là, en tout cas ce qui est certain, c'est que l'idée d'un bien commun, on voit bien, ne peut se penser non plus comme une perspective métaphysique à l'ancienne d'un bien avec un grand B, qui nous serait commun, hein, que nous rechercherions par une impulsion interne qui est inhérente à nos personnes. Et donc on est plutôt dans une logique on parlera d'ailleurs beaucoup, c'est assez net, surtout dans les milieux juridiques, d'intérêt général. C'est souvent, on le dit encore maintenant, mais moi-même d'ailleurs je m'exprime comme ça, l'intérêt général, qui cohabite volontiers avec le bien commun, mais en fait on utilise indifféremment ces expressions d'un point de vue pratique. Mais philosophiquement parlant, ils ne recouvrent pas du tout les mêmes choses. C'est pas la même chose par l'intérêt général, par le bien commun. Si on parle de bien commun, c'est-à-dire qu'on croit encore qu'il y a une essence, en quelque sorte, de ce bien et qui pourrait nous être commun. Et dans les régimes qui sont les nôtres,
on ne voit pas très bien, et même de moins en moins, comment on pourrait faire apparaître cette essence du bien commun. Donc on est, depuis le XVIIe siècle, on s'est installé dans une logique de l'intérêt commun, ou de l'intérêt général, que du bien commun. Alors en même temps, cette question, ce concept, pour autant, refait surface. On va y venir. Alors, entre-temps, troisième étape, il y a eu justement tout le XIXe siècle, et au cours duquel il y a une institution qui a été évidemment particulièrement ébranlée, je l'ai déjà évoqué avec Thomas d'Aquin, c'est l'Église catholique, qui était ébranlée, dont d'ailleurs l'ennemi juré en premier, c'est pas le socialisme ou le communisme, c'est d'abord les libéraux. Parce que précisément, c'est pas, le libéral, c'est par définition celui déjà qui, pour commencer, fragmente la vérité, puisque la liberté s'oppose, est antithétique, en tout cas au XIXe siècle, avec la vérité. Et la vérité, c'est ce qui permet de structurer un lien social aussi. Alors, avec son lot d'intolérance, etc. Mais au moins, c'est clair. Là, il y a un monde commun. Donc les libéraux, ce sont des gens qui magnifient l'individu et donc ne peuvent que travailler à la fragmentation de la société. Et ils ont des ennemis sur leur aile gauche, qui veulent apporter des réponses. Donc il y a un point commun entre ces gens et le catholicisme qu'on qualifie d'intransigeant à l'époque, et dans lequel se reconnaît tout à fait Léon XIII, le pape Léon XIII auquel je vais venir, vous allez comprendre pourquoi après, à la fin du XIXe siècle. Il y a un point commun entre ce catholicisme-là, qui n'est pas un catholicisme d'accommodement, mais un catholicisme intransigeant, ferme dans ses principes, et les socialistes. Bon, là, ils sont d'accord. Hein, le libéralisme, c'est vilain. Hein, cet individu bourgeois qui, propriétaire, genre, ce disciple pratique de Locke, qui est obsédé par sa propriété privée ou son usine, etc., et puis avec l'essor du capitalisme qui exploite la classe ouvrière montante, voilà, tout ça c'est le fruit de la révolution industrielle. Ben oui, on est sorti du bel holisme d'autrefois. Nous vivons dans un monde complètement défait qu'il faut reconstituer. D'où d'ailleurs la naissance d'une grande discipline qui était la sociologie, qui est d'ailleurs qui s'est construite sur le même radical que socialisme, sociologie. C'est le socius. C'est la même chose. Hein, c'est la science du social, c'est pas par hasard. Comment fonder le social? Même la sociologie est pensée au départ sur des fondements théologico-politiques. Chez les contre-révolutionnaires comme Bonal, Mestre, il y a un lien entre la sociologie, en fait, elle n'est pas née à Nanterre. Hein. Elle n'est pas 68 ans au départ, elle est aux antipodes de ça. Elle est tout à fait réac, ou tout au moins conservatrice. Donc les socialistes, eux, ont des réponses à apporter en termes de solidarité sociale. Et même s'ils ne sont pas forcément marxistes, mais à plus forte raison les marxistes, c'est d'abolir la propriété privée, et donc, parce que c'est l'essence même du mal, et donc de la dominante de l'intérêt privé sur le public, sur le commun, hein, et donc la propriété doit être collective, et donc il faut de fait abolir cette mauvaise idée. Donc le socialisme permettra d'affranchir le monde ouvrier de cette aliénation. Bon, voilà, on connaît je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et d'ailleurs, le marxisme donc, apparaît dans ce cadre-là très clairement comme c'est le nouveau Platon, au fond. Ils ont une téléologie de l'histoire par la réalisation de l'homme au travers du communisme. Et j'évoquais son nom, dans le monde catholique, il y a un pape, Léon XIII, qui, j'ai ici d'ailleurs, j'ai apporté son encyclique, là, qui va être à l'origine de ce qu'on a appelé par la suite la doctrine sociale de l'Église, et qui publie en 1891 la première encyclique sociale de la restauration, de la condition des ouvriers et restauration sociale. D'ailleurs, la deuxième partie du titre est intéressante, c'est la restauration sociale. C'est-à-dire quand on veut, à la fois c'est un conservatisme politique et un réformisme social audacieux. Hein. Condition des ouvriers et restauration sociale. Alors, le mot restauration est extrêmement intéressant. Hein, parce que quelle est la problématique de Léon XIII, hein? D'ailleurs, bien sûr, le libéralisme, le capitalisme et le socialisme ont raison, c'est pas bien. Mais par contre, on n'est pas du tout d'accord avec
avec ces affreux socialistes, parce que eux, ils veulent casser la propriété privée, et qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Et que fait Léon XIII? Eh bien, il réhabilite la pensée d'Aristote et de saint Thomas, tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, tout simplement, ce qui fait défaut à la société bourgeoise, capitaliste, individualiste, etc., c'est toutes les conséquences économiques de ces présupposés philosophiques maléfiques. Hein. Et donc, il faut que l'Église intervienne là-dedans, et qu'elle ait son enseignement, et évidemment qu'elle pense une alternative à cette société qui est tout autre que ce que proposent les socialistes. Et ça veut dire, évidemment, un modèle de société qui, pour Léon XIII, on le voit bien quand on lit, et qui est très intéressant, qui est un modèle, je dirais, organiciste ou holiste, restaurer précisément quelque chose qui était cassé, c'est-à-dire la primauté du tout sur les partis. Enfin, moi, je pourrais le... Alors, j'ai quelques extraits, là. Je ne vais peut-être pas tout lire, parce que je vois que le temps passe, mais quand il dit... c'est curieux, je n'arrive pas à retrouver ça. En tout cas, il parle d'intérêts généraux. D'ailleurs, le mot bien commun est très peu utilisé, d'ailleurs. Très peu utilisé. C'est un mot qui va monter en puissance bien après l'encyclique de Léon XIII, c'est-à-dire à partir de 1931 avec Pie XI. Et puis, au fur et à mesure où se développe la doctrine sociale de l'Église, on voit que le concept de bien commun monte en puissance. De plus en plus. Pour Léon XIII, ce n'est pas tellement un terme qu'il utilise énormément, mais ce qui compte pour lui, c'est de rétablir une société harmonieuse où les groupes se complètent les uns les autres. Autrement dit, il raisonne en termes de groupe, donc de holisme social. Et dans ce sens, moi j'aime bien dire que Léon XIII est à sa façon, tel M. Jourdain faisant de la prose, un véritable sociologue. On voit bien que l'importance de la sociologie, hein, et il est bien de son temps. Hein, il est bien de son temps, et donc chacun doit participer à un ensemble, et dit-il, ah oui, c'est ça, voilà, parce que c'était une phrase qui était un peu isolée dans mon texte, je le cite, de même que la partie et le tout sont en quelque manière une chose, ainsi ce qui appartient au tout est en quelque sorte à chaque partie. Vous voyez ? Partie, tout. C'est le contre-pied même de la pensée libérale, hein, qui pense en termes d'individu. La partie et le tout sont en quelque manière une chose, ainsi ce qui appartient au tout est en quelque sorte à chaque partie. Hein. On compose un tout avec des parties. Il y a une totalité sociale qui doit en sortir. Hein. C'est une véritable sociologie. Hein. Et donc, ce qui le préoccupe, c'est moins d'être obsédé, au fond, par le concept de bien commun, parce qu'il parle volontiers de prospérité matérielle, d'intérêt général. Bien sûr, il faut dépasser les intérêts particuliers. Hein. Dans ce sens-là, lui et Rousseau ne seraient pas contredits, ils seraient tout à fait d'accord. Simplement qu'évidemment, on part de l'idée très aristotélicienne, très thomiste, l'homme est un animal social, politique, et donc c'est ça qu'il faut retrouver, qu'il faut restaurer, et donc se sortir de ces rêveries contractualistes qui nous viennent des philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle, et on retrouver ce cadre-là, et évidemment, ajoute-t-il, bien sûr, la religion étant ainsi constituée comme fondement de toutes les lois sociales. C'est-à-dire qu'il y a le bien commun va être déterminé par une finalité ultime qu'est la religion, et pour y trouver... alors, les diverses fonctions, dit-il, doivent être réparties, oui, de la manière la plus favorable aux intérêts communs, il dit intérêts communs, bon, en sorte que l'inégalité ne nuise point à la concorde. On dira toujours la hiérarchie. Mais les diverses fonctions étant bien réparties, c'est une sociologie des tâches, chacun à sa place, et donc tout ira bien. Et c'est ça qui fait défaut à la société moderne de la révolution industrielle du XIXe siècle. Léon XIII est un homme du XIXe siècle, c'est un contemporain de Karl Marx, au fond. Ils sont contemporains, ils sont du même monde. Ils sont idéologiquement totalement opposés, mais ils sont du même monde.
hein. Ils sont habités par les mêmes questions. Et la grande question de l'heure, à l'âge de la révolution industrielle, c'est la classe ouvrière. C'est ce monde qui s'est déstructuré et qui profite, qui a une poignée de riches. Et donc il faut retrouver cette vision-là. Alors là, on a, je dirais, pour le coup, parce qu'on est dans un monde tout à fait nouveau, on entre de fait dans ce que j'appelais tout à l'heure une définition matérielle du bien commun. Et c'est là qu'on voit que Léon XIII à la fois reprend le modèle aristotélo-thomasien, ou plus largement thomiste, mais il le reprend comme un moderne du XIXe siècle. Un moderne qui est à la fois politiquement conservateur et socialement réformiste, mais il le reprend effectivement avec des... c'est comme si vous vouliez... alors c'est ce qui s'est fait. Bon, prenons Notre-Dame, c'est Viollet-le-Duc, quoi. Hein, où on arrive à faire du Moyen-Âge au XIXe siècle, quoi, du néo-gothique. Bon, c'est comme si... C'est ça, on va faire du Saint-Thomas en plein XIXe, après la révolution intellectuelle marxiste. Vous voyez, c'est une forme de néo-gothique. Donc, et donc on va faire dire à Thomas, on va utiliser Thomas d'Aquin, et je ne dis pas ça pour lui reprocher, hein, il nous faut des outils pour répondre aux défis du temps. Et Thomas d'Aquin, lui, ne répondait à aucun défi. Il n'y avait pas de défi au XIIIe siècle, de ce point de vue-là. Donc, il a une définition formelle du bien commun, et puis le reste, débrouillez-vous. Vous pouvez ensuite l'interpréter. On va dire l'interprétation. Mais des gens comme Léon XIII disent, mais il faut qu'il y ait un contenu. Il a son programme. On voit bien quand il définit les rapports entre le tout, les partis, les diverses fonctions, etc. C'est-à-dire qu'il pense aux patrons, il pense aux ouvriers, et plutôt que de pratiquer la lutte des classes comme le veulent les marxistes et les socialistes, il faut au contraire qu'il y ait une totalité harmonieuse. Donc il a un contenu, il a une perspective, il a un projet. Donc il ouvre la voie à une définition matérielle du bien commun. Et c'est là le malentendu. Quand on dit bien commun, chez Aristote, il y a une définition concrète de la justice. Il a des contenus, il y a une méthode. Quand il parle de justice commutative ou distributive, il reprend Saint Thomas. Là, oui, c'est plus concret. Mais le bien commun, qu'on dise c'est la finalité à rechercher. Mais là, on voit bien qu'on bascule vers quelque chose de plus de l'ordre de la définition matérielle. Et au fur et à mesure où les encycliques sociales vont il va y avoir un véritable magistère, autrement dit, de l'enseignement social qui s'est développé, le concept, pour avoir fait lui un certain nombre d'encycliques, et on voit bien dans les occurrences, j'ai noté la montée en puissance des occurrences, c'est frappant de voir que ça grimpe, parce que précisément, en fait, paradoxalement, l'Église s'éloigne de la perspective contre-sociétaire de Léon XIII, qui lui voulait, au fond, ce qu'il proposait, c'était au fond, pour rigoler un peu, mais c'est vrai, Besançon à côté, c'est rigolo. Léon XIII, c'est un gauchiste de droite. Il est radical. Mais au moins, il a un projet de société, de contre-société. On va complètement... on va renverser la société capitaliste bourgeoise. Ben non, mais il a un vrai projet, Léon XIII est passionnant, ce truc-là. C'est à la folie un conservateur politique et un réformiste social hardi. Les petits socialistes d'aujourd'hui, c'est rien, c'est des ridicules. François Hollande, tous ces gens-là, c'est rien. Léon XIII, je le disais, il y a un contenu. Hein. Il a un projet. Hein, alternatif contre les... Mais en même temps, qui ne peut absolument pas marcher. Tout simplement parce que comme tous les projets radicaux, ils vont se casser les reins sur la société telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire une société holiste. C'est un rêve, et ça se vérifiera par les alliances, certes peut-être coupables entre catholiques et la gauche, etc. Mais je passe, il y a eu toute une littérature écrite là-dessus, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais on va voir bien ce que ça va donner. Ça va poser plein de problèmes. Alors, petit à petit, l'enseignement social de l'Église, il va être obligé d'évoluer. Et il va de plus en plus insister sur le concept de bien commun. Au fur et à mesure, il va s'éloigner de l'idée qu'il faudrait que l'Église ait un projet alternatif à la société du temps. En fait. Donc, il va devenir l'arme, ce concept. C'est très net, par exemple, chez Jean-Paul II, pour le centenaire de Rerum de Varum, donc de Léon XIII, c'est très net. On voit bien que ce qu'il dit sur le capitalisme, lui qui venait de la Pologne et d'un pays, alors bien sûr, il faut dire qu'il venait d'un pays communiste, hein, donc il est moins regardant, en fait,
sur les méfaits du capitalisme. Il distingue. Non, on n'est jamais en train de dire ça. Il y a du bon capitalisme, il y a du mauvais, ça dépend. Hein? L'essentiel, c'est de viser le bien commun. Vous voyez, en fait, c'est un bon social-démocrate, au fond, c'est un peu chrétien, Jean-Paul II à côté. Bon, les choses s'atténuent, on ne rêve plus à une société catholique, au fond, intégraliste. Hein, et donc, les grands concepts clés, ça va être la personne et le bien commun. Les deux vont aller ensemble de plus en plus. Alors, ça pose la question suivante, parce que je vois que le temps passe et j'atteins les 3/4 d'heure. Pourtant, je n'ai pas encore les points que j'aurais voulu exprimer. La question suivante, ce sera la dernière partie. La question pour moi, c'est que, et qui met aux prises l'Église catholique en particulier, mais pas uniquement. Parce que c'est vrai qu'elle est devenue l'institution porteuse par définition du bien commun. Mais beaucoup d'autres maintenant personnes, des intellectuels, des économistes, parlent du bien commun. Hein, et des biens communs, de fait. Donc là, le concept c'est pluralisé, on ne peut pas dire que l'Église catholique soit la propriétaire maintenant exclusive du concept. Mais ça révèle, c'est symptomatique, effectivement, d'une crise, du lien social, d'un monde commun, d'une société qui n'arrive plus à se formaliser comme un tout, un ensemble. Hein. Et là, c'est plus du tout le libéralisme classique du XIXe siècle, parce que malgré tout, il y avait encore largement un monde commun. En fait, hein, quand même, on n'était pas une société fracturée, dans ce sens-là. Alors, c'est le cas aujourd'hui, hein, pour reprendre le début et le titre même, d'ailleurs, de ma conférence. Et le défi qui se pose par un concept comme le bien commun, on comprend qu'il soit séduisant, parce qu'il est l'exact contraire de la réalité dans laquelle nous sommes. Il y a une antithèse. Il n'y a plus rien de commun. Il suffit d'aligner les uns après les autres, de lister tous les sujets de débat. On voit bien qu'il n'y a rien de commun et qui puisse dire, on peut dire, voilà, si c'était qu'on est d'accord sur l'écologie, pour dire qu'il faut défendre l'écologie, mais d'accord, mais ensuite on n'est plus d'accord sur la manière de s'y prendre. Et il y a un tas de sujets comme ça. Donc dire, nous recherchons le bien commun, l'erreur, hein, et là c'est ma position, hein, c'est justement, et là je rejoins volontiers saint Thomas en fait de ce que c'est de passer du stade d'une définition formelle à la recherche omnubilée en quelque sorte d'une définition matérielle, d'un contenu matériel. Il y aura un contenu précis sur le bien commun. Voilà, c'est le défi. Puisqu'à toute fin, il faut des moyens. Si vous êtes certain du contenu matériel du bien commun, bravo, tant mieux pour vous. Et ça veut dire qu'il va falloir penser le régime politique qui va mettre en œuvre cette fin. Et manifestement, c'est certainement pas le nôtre. Donc attention, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est-à-dire que si on est sûr du contenu matériel, je pense que c'est plus la démocratie libérale qu'il nous faut. Il faut un régime à poil qui va libérer. Désolé. Bon, il faut y réfléchir, hein, c'est sérieux. Si nous croyons toujours dans les vertus de la démocratie et pas d'une apparence de démocratie, qui serait de plus en plus, qui se confondrait de plus en plus avec du libéralisme, une démocratie d'un démos, d'un peuple souverain et fait de citoyens. Et c'est là la question du citoyen. Une définition qui serait purement substantielle, matérielle, et je dis bien substantielle, on aurait une vision, on aurait une substance, on sait ce que c'est, va forcément buter va se heurter à un problème politique. Parce que ça revient à subordonner la vie politico-démocratique à une idéalité morale. Le bien commun, c'est forcément une idéalité morale. Nous visons le bien commun. D'ailleurs, chez Aristote, c'était déjà très net. Hein. Mais chez lui, ça fonctionne parce que éthique et politique sont complémentaires, inséparables. L'éthique n'est même pas subordonnée au politique ou inversement. Ils sont complémentaires. Alors, nous sommes dans un univers où on voit bien que l'éthique, les valeurs, comme on dit maintenant, et le politique sont loin de marcher main dans la main.
Hein, si on prend les débats sur la GPA, maintenant, DPA, MPA, l'euthanasie, le mariage pour tous, pour tous les sujets de bioéthique sur la famille, c'est extrêmement sensible. On voit bien, on ne voit pas très bien en quoi il y aura une vision commune. On voit bien que c'est plus que jamais fragmenté. Donc c'est pour ça que je dis, il faut être très fort pour dire, vous avez la vision substantielle du bien commun. Ben, bravo, parce qu'on ne la voit plus. On ne la voit plus du tout. Alors, à partir de ce moment-là, on vit en fait, en quelque sorte, sur une conséquence ultime des fondements de la politique moderne depuis le XVIIe siècle, mais que eux-mêmes d'ailleurs seraient effrayés, si vous voyez ça d'ailleurs, hein, et ils n'en verraient pas les conséquences, où il n'y a plus, en quelque sorte, de normes morales absolues sur lesquelles on est capable de s'entendre. Donc, la seule issue possible, à mon sens, dans une démocratie où donc ne sont pas que des individus, mais des citoyens, et c'est déjà bien le dilemme, être des citoyens, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Rousseau, moi, sur un point, des citoyens, ça veut dire que nous ne pouvons pas éviter une dimension que je qualifie d'interprétative du bien commun. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à une approche qui serait purement substantielle, ou substantialiste, ou matérielle, univoque du bien commun. Forcément, le bien commun est quelque chose qui ne peut que s'interpréter. C'est-à-dire que si on va rester en démocratie, il y aura débat, et s'il y a il y a débat, discussion, il y a vie civique, et donc le politique a ses lois, ses exigences rationnelles, qui ne sont pas celles de l'éthique ou de la morale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emboîter, autrement dit, une communauté politique on ne peut pas subordonner le politique. Nous savons qu'il y a le bien commun, donc le politique va s'orienter. Oui, ça, à l'époque d'Aristote, ça fonctionne très bien, c'est terminé. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faudrait rentrer dans l'arène de l'Assemblée nationale, et je serais très voir quand même que ces députés vont converger tous sur un. On voit bien que ça ne marche pas. Et donc, tout démonisme moral apparaît une finalité absolument trouvée par avance, ne marche pas. Et donc, ce qui ne peut que marcher, c'est, à mon sens, un modèle d'interprétation du bien commun. Donc, on le met en discussion au sens sérieux. C'est-à-dire que si nous sommes des citoyens, nous discutons et nous nous efforçons de s'entendre sur ce qui nous apparaît être le plus proche, qui se rapproche le plus du bien commun. Alors, ce qui veut dire aussi que ça engage derrière aussi un rapport à la justice. Les deux notions sont inséparables mais pas identiques. Qu'est-ce que c'est que la justice et en quoi elle permet de se rapprocher au mieux de ce bien commun. Alors, cela dit, comme je vois que j'écourte parce que je ne devrais pas parler beaucoup plus de temps, donc, ce que je discute, c'est l'idée qu'il y aurait une visée de la perfection dans la vie bonne, si vous voulez, qui paraît de nos jours, on peut le regretter, hein, bien sûr, mais inopérante, et donc je ne vois que ce modèle interprétatif. Alors, cela étant dit, je suis bien conscient qu'en disant cela, rapidement, très rapidement, trop rapidement, qu'il y a un problème. Comme ça ne suffit pas de dire ça, parce que ça peut être très bien sur le papier, et en même temps, je vois très bien les objections qu'on peut faire à cela. C'est que nous sommes dans une situation où parler de bien et de bien qui nous serait commun, et surtout si on se dit, bon, bah, de toute façon, il n'y a plus de substance du bien commun, on ne sait plus très bien ce que c'est, donc on interprète, on discute, on avance à peu près, mais bah, voilà. Certains sont pour le mariage homo, d'autres sont contre, et donc chacun sait dire du bien, on va trouver un moyen terme par la voie démocratique, parce que c'est la situation dans laquelle on est. Évidemment, il y a un problème, c'est que il faut penser au travers de cela, c'est ça qui me préoccupe, c'est le citoyen. C'est-à-dire des individus qui ne sont pas que des individus, mais qui ont le souci du commun comme citoyens. Et donc ça ne peut pas être qu'un individu. Si on est citoyen, on n'est pas qu'un individu tourné vers soi. On a le souci forcément du commun, aussi imparfait soit-il. Mais
pour qu'il y ait ce citoyen, il faut bien qu'il y ait un monde commun qui nous réunisse. Mais là, vous voyez, j'ai changé de vocabulaire. J'ai pas dit un bien commun. Je parlais de bien commun. J'ai parlé de monde commun. Et la situation dans laquelle on est, c'est que nous avons affaire à une société, alors voire un nouveau Fourquet, extrêmement individualisée, ou groupalisée, bon, communautarisme, séparatisme, on en parlait récemment. Et donc ça rend de toute façon la recherche du bien commun déjà extrêmement problématique, puisqu'il n'y a pas, autrement dit, c'est ça que je veux dire pour conclure, pour que ce modèle interprétatif de recherche du bien commun soit concevable de manière rigoureuse, et pas simplement 67 millions d'individus qui s'arrangent entre eux, et ça ne fait pas vraiment des citoyens, c'est qu'il y ait de fait un monde commun qui nous relie. Et là, évidemment, on en revient à un sujet dont on parlait tout à l'heure, dont je parlais Bertrand, je pensais que j'ai amené ton dossier. On en revient, pour moi, à la question de la nation. C'est-à-dire que, sinon, le bien commun qui est non articulé à un monde commun, que vous soyez substantialiste, je veux, non, moi je sais ce que c'est que le bien commun, nous allons l'imposer, vous allez voir, ça ne va pas rigoler, il n'y aura qu'un mariage hétéro, et puis les autres vont dire le contraire, et chacun, en fait, c'est la guerre de tous contre tous. En fait, on revient à une situation actuelle. Bon. Ou alors, je suis pour l'interprétation, très bien, on est plus raisonnable. D'accord. Tout le problème, c'est que dans l'une et l'autre position, le point commun, c'est qu'elle révèle tout simplement que nous sommes dans une situation culturelle, historique, où ce bien commun est complètement hors sol de tout ça. La notion de bien est hors sol. Vous voyez, quel que soit le choix qu'on adopte, hein, où on croit vraiment toujours dans la vision substantialiste ou dans la vision plutôt interprétative, il est hors sol. Il est hors sol parce que le bien qui serait commun ne repose plus sur un préalable. C'est un monde dans lequel nous nous reconnaissons une réalité commune. Nous sommes les héritiers d'un monde commun. Il est fragmenté. Et voilà, je crois que là, je nore le titre que j'ai adopté et proposé. Et c'est là le grand dilemme. C'est là le grand dilemme. C'est-à-dire que, alors moi, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a affaire à un individu contemporain qui ne supporte pas le moindre frein métaphysique. Les droits de l'homme ne sont moins des droits de l'homme que des droits créants, c'est-à-dire les droits A. En fait, c'est moins des droits d'eux que des droits A. Et dès l'instant où on raisonne comme ça, tous nos débats de société, notamment, une fois encore, si on prend la bioéthique, mais on pourrait, bien sûr, on peut parler de l'école aussi, d'ailleurs, qui est un bien commun culturel. On peut parler il y a la famille, l'école, bon, l'écologie est nouveau, mais dans les sujets de bioéthique et de sujets de famille, ça me paraît être très très net, parce que je crois que c'est des sujets où on sent bien l'extrême sensibilité extrême au droit des individus à s'affranchir des contraintes. C'est le point le plus clé. Si la famille traditionnelle a volé en éclats, c'est parce que précisément c'était encore un frein métaphysique, d'une certaine manière. Et donc pourquoi pas avoir une famille construite. Alors, à fonctionner comme ça, évidemment, qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble? Et la nation là-dedans, comme monde commun, apparaît là aussi comme autre, pour une raison identique, mais à un autre niveau, l'antithèse même de la situation dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi le sujet est aussi difficile à aborder la nation. Il est difficile pour des raisons différentes que celle du bien commun, parce que c'est une notion qui apparaît pour beaucoup archaïque, dépassée, tout ce qu'on voudra, enfin, que ça veut dire, vous êtes un afro-nationaliste, et pourtant c'est la notion par excellence qui pose celle d'un commun. Et là, il me semble que c'est le premier étage de la fusée, en quelque sorte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce commun,
qui passe par un récit, qui fait qu'il y a du citoyen et pas que de l'individu. C'est-à-dire qu'il vit dans un espace, cet individu. La nation, c'est un espace, c'est une histoire, c'est un récit commun. À ce moment-là, oui, raisonnablement, on peut dire qu'en effet, on peut être dans la délibération démocratique et penser ce bien commun, non pas comme une subordination morale absolue par rapport à laquelle on n'aurait rien à dire, mais on peut en discuter, l'interpréter, envisager les choses avec sérénité, si vous voulez. On dit, voilà, pour conclure, je dirais qu'il ne peut pas, moi je pense ça depuis longtemps, dans la situation qui est la nôtre, le grand défi, c'est que si on va trop vite sur la question du bien commun, on a raté le premier niveau, c'est le monde commun. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra repenser le bien commun que s'il a un ancrage culturel important. Sinon, cette notion peut nous faire rêver. On peut dire beaucoup de choses, c'est très bien, mais elle est hors sol. Parce qu'elle n'a plus... Il n'y a pas de bien commun sans un monde commun. Et le parcours que le grand panorama historique multiséculaire que j'ai fait devant vous, pendant des siècles, une notion comme celle-là a été pensée dans des mondes qui étaient comme... Il se savait, le grec vivant dans sa cité savait qu'il a tous leurs repères, les médiévaux pareil. Et même jusqu'à une époque encore récente. Et là, on est dans un univers de fractures. Et donc, je ne vois pas comment le bien commun pourra être dissocié d'un monde commun et lequel renvoie à une forme politique, me semble-t-il, qui est au fond, qui est la nation. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé d'un quart d'heure la conférence. Mais je n'étais pas interrompu. J'ai bien vu, je t'en remercie. C'est ma montre. Merci Bernard. Le débat est ouvert. C'est Raoul qui l'anime. Je vous en prie. Allez, première question. Vas-y. Notre conférence est extrêmement intéressante. Je vais prendre un point de vue un peu différent. Sur la question de la fragmentation et de ce lien avec la création d'un commun. En ce moment, je lis pas mal de John Dewey. Et notamment le public et ses problèmes, qui est une réponse au livre de Walter Lippmann, Le public fantôme, qui date de juste après la guerre de 14-18, dans lequel il constate que les individus, dans une société, particulièrement la société américaine, se désintéressent de plus en plus du collectif. Alors on parlera plus de collectif que de commun dans le langage de ces gens-là, etc. Et en fait, que ça remet en cause l'existence même de l'État démocratique. Puisqu'en fait, les gens ne votent plus, ne participent plus, etc. Et donc, Dewey essaye de répondre à Lippmann qu'on doit pouvoir sauver le public, mais que le problème, c'est de passer de ce qu'on parle d'un autre auteur, c'est là aussi juste après la guerre 14-18, pour dire que les problèmes ne sont pas nés en 2014 ou en 2020, etc. Déjà un certain temps, cette fragmentation de la société qu'il appelle la grande société. Et il dit, le problème, c'est qu'en fait, depuis la guerre 14-18, il y a une sorte de mondialisation déjà, première guerre mondiale, il y a une sorte de mondialisation de la manière de vivre. Mais cette manière de vivre ne fait pas communauté. C'est-à-dire que tout le monde vit de plus en plus de la même manière, et justement, plus qu'on vit de plus en plus de la même manière, on n'a pas de raison profonde d'être attaché à X plutôt qu'à Y, etc. Et que ça entraîne une sorte de délitement. Et le projet de Dewey, c'est de passer d'une grande société à une grande communauté, etc. Mais très franchement, dans le livre, c'est très peu convaincant, et il le dit lui-même qu'il n'y arrive pas vraiment, etc. D'autant plus que lui, il refuse toute abstraction théorique, etc., parce que ça fait partie de sa méthode pragmatique. On doit parler que de choses concrètes, hein, et tout ce qui est transcendance, immanence, tout ça, pour lui, c'est du blabla, hein, ça n'existe pas. Hein, donc, voilà. Et je trouve que c'est un élément, et je pense que ça, puisque comme ce sont des auteurs modernes, mais qui, d'une certaine manière, sont déjà confrontés à une société qui est la nôtre. Ils
déjà fragmentée, etc. Mais c'est pas il n'y a pas de réponse toute faite. Et la réponse même de la nation n'est pas une réponse si évidente, parce que la nation, c'est après tout une création historique, et elle n'existe que dans la mesure où on y croit. Si on n'y croit plus, voilà, elle disparaît. Elle n'a pas de réalité réellement objective que celle de la population qui la compose. Si cette population, alors déjà, là on pourrait discuter aussi du terme de population, mais alors là, on change de cadre idéologique. Mais voilà, je ne suis pas sûr que le problème soit celui en réalité, mais je ne suis pas sûr qu'il soit réellement dramatique. Parce qu'après tout, on peut très bien vivre dans un univers fragmenté. Non, parce qu'il y a aussi quand même l'idée que le monde pouvait être homogène avant. Je ne suis pas sûr qu'il ait été tant que ça. Simplement, l'expression était limitée à un certain nombre de personnes. Bon, les autres se taisaient. Après tout, on ne sait pas absolument ce qu'ils pensaient. Après tout, quand l'Église dominait le monde, médiéval, il y avait quand même des hérétiques. Donc, il y avait déjà des gens qui ne pensaient pas, qui n'avaient pas la même vision, entre guillemets, du bien commun. Donc, est-ce que c'est pas finalement un faux problème que celui du bien commun et de la fragmentation de la société? Et en même temps, est-ce que ce faux problème ne révèle pas un certain problème quand même dans la survie de la démocratie, pour reprendre Dewey, qui veut défendre la démocratie? Si c'est ça, c'est pas un faux problème, parce que c'est quand même... Alors, bien sûr, on peut avoir la nostalgie de temps révolus. Ça ne fait pas une solution. Mais oui, on peut vivre combien de temps encore dans une société fragmentée, c'est vrai. Mais c'est à nos risques et périls quand même. Hein. C'est quand même à nos risques et périls. Sur la nation, c'est vrai que si on ne veut plus, il n'y a plus de volonté d'être collectif, oui. Mais cela dit, moi je ne crois pas du tout. Non, moi je pense que oui, mais je ne crois pas du tout qu'il y ait... je pense que ça, c'était cette perte, je dirais, de sens collectif ou d'appartenance à une nation a été plus organisée ou voulue qu'elle serait intrinsèque à l'homme moderne. Je crois pas. Je pense que d'autant plus qu'il est propre de l'homme moderne, parce qu'après tout, la nation, c'est une notion moderne. Oui. Et on a bien besoin d'une affection sociétatis, c'est ça. On est bien... Et s'il n'y a plus ça, on le voit bien au travers du football, par exemple. Oui. Quand on commence à s'aperçoit qu'on va gagner, on entend la Marseillaise dans la rue, les drapeaux sortent, on dit tiens, c'est bizarre quand même. Donc, ça veut dire que c'est un révélateur. Moi, je me souviens très bien de la dernière Coupe du Monde de football, ça m'a frappé, ça. Quand il y a eu les attentats djihadistes, on a ressorti le drapeau tricolore. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est... Parce qu'on a fait de la nation... Alors là, c'est pas le bien commun, on déplace la question, mais comme j'ai moi-même invité à lier les deux, je dis que c'était périmé. Bon. Et pour ça, il y a une institution qui est chargée de transmettre cette modalité d'appartenance et les valeurs qu'elle comporte, c'est l'école. Dès l'instant où l'école ne sert à rien et que l'histoire n'est qu'un tribunal moral pour vous dire toutes les bêtises qu'on a faites dans le passé, donc on vous apprend au fond à être des Français en s'excusant. Comment voulez-vous que les jeunes, j'en ai toutes les semaines dans mes cours, hein, qui ont 18 à 20, 21 ans, je ne dis pas que c'est des patriotes, mais je ne sens pas chez eux intrinsèquement une indifférence à l'idée d'appartenir à une civilisation, à une nation. Simplement qu'on leur explique, qu'on leur transmette. C'est-à-dire qu'il y a un acte de transmission qui doit se faire. Mais d'une certaine manière, elle se fait, puisque comme vous le constatez, quand il y a un match de foot, il y a, avec la France gagne, l'équipe de France gagne, il y a spontanément, et finalement une affection sociétatis, elle doit être spontanée finalement, pour être réellement existante. C'est pas les moyens, Oui. Bertrand, Bertrand. En reprenant, en partant de ce qu'a dit Patrick, mais peut-être en disant autre chose, un peu différent,
Je dirais qu'il y a quand même un paradoxe dans cette belle histoire de la pensée que tu as faite, c'est que au moment où l'individualisme, le contractualisme prend le pouvoir en France, notamment en 89, on proclame un corps de principe, Déclaration des droits de l'homme, où la notion quand même d'ordre public est à chaque, c'est toujours conditionné par l'ordre public, ensuite nous avons par rapport à la société d'ordre de multilinguistes, multiculturels qu'était la société d'Ancien Régime, nous avons une société, justement, une nation qui s'affirme en tant que telle, et qui s'affirme comment? Par la guerre. Bon, défensive, offensive ensuite, etc. Et puis ça dure jusqu'à presque maintenant. Mais jamais dans l'histoire de la France et de l'Europe, les guerres n'ont été autant mobilisatrices. Bon, la guerre de 14, évidemment. Bon, pour tout le monde, les Allemands, les Français, les Anglais, etc. On en parle encore, ça a été une épreuve, mais avec une société qui est mobilisée, mais qui accepte la mobilisation. Il y a très peu, Laurent Unijan nous disait quand on a parlé de la guerre de 14, il y a eu très peu, malgré l'horreur des combats, il y a eu très peu de désertion. Bon. Bien, donc cette société individualiste, libérale, etc., c'est une société qui est extraordinairement mobilisée, y compris sur le plan de l'économie. C'est à partir de la Révolution et à cause de la guerre qu'on commence à mobiliser l'économie. Les vieillards qui font des vêtements, etc., ou n'importe quoi, les femmes, les enfants, tout le monde participe à l'effort de guerre. Avant, la guerre concernait le théâtre d'opération, porté sur les impôts, mais c'était des troupes soldées, etc. Donc on a une transformation du sentiment d'appartenance avec une obligation de sacrifice qui est infiniment plus grande, beaucoup plus grande que sous la monarchie, puisque les familles donnent leurs enfants. Et ça existe jusqu'à une période récente, marquée par la fin du service militaire, où la guerre est confiée à une armée de professionnels. Mais sinon, c'est pas si vieux, cette histoire-là. Et la question de la guerre comme, non pas la guerre d'Afghanistan, la guerre au Sahel, mais la guerre comme épreuve collective où on peut tous être détruits, où on peut tous être envahis, etc. C'est une réalité très... on va en reparler justement dans quelques semaines en évoquant la guerre de 40, etc. Voilà. Donc il y a quand même un paradoxe. C'est que la société moderne, elle est individualiste, tout ça, mais elle crée un corps de principe, elle crée une constitution extrêmement, pas contraignante, mais elle organise la société, et on la respecte à peu près, cette constitution, et il y a des forces de contrainte également, mais d'adhésion qui sont également beaucoup plus fortes que dans les sociétés holistes dont tu parlais. Le holisme, il n'a pas disparu. En ce moment, il a disparu parce qu'il n'y a pas de grande épreuve collective sur le plan de la vie de la nation, de sa survie. Mais si on avait une, regardons les Grecs en ce moment, l'affaire des migrants qui sont poussés à la frontière, etc., ils sont aux Thermopyles. Je lis du blog de certains amis, c'est la guerre, et puis ça réveille tous les souvenirs par rapport à l'Empire ottoman. Là, ils sont, et par rapport aux Perses, c'est ça, voilà. Bon. Donc, la société grecque, aussi détruite, aussi fragmentée, aussi que nous connaissons, là, elle se remobilise par rapport à un enjeu qui est un enjeu de sécurité. Voilà. Donc, vraiment, il ne faut pas souhaiter ce genre d'épreuve à personne, ni à la France, ni à la Grèce, mais ce sont des épreuves qui arrivent dans la vie des nations. Et tu vois alors sans tomber dans un empirisme sommaire, il y a quand même quelque chose qui est un paradoxe,
qui mérite quelques explications. Oui, oui, mais un paradoxe, comme tu dis bien, c'est pas contradictoire, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que la société de l'individu telle qu'elle est née dans la. Alors, pour nous, c'est 89, n'est pas incompatible avec le fait qu'il y a du collectif aussi. De toute façon, il faut le penser et le vivre. Et je vois que les exemples que tu as cités sont des exemples tout à fait parlants, parce que ce sont dès l'instant où il y a guerre, il y a crise, il y a de l'adversité, voire de l'inimitié, forcément, ça unifie, ça crée. On n'a pas besoin d'être liste pour ça, en fait. L'ennemi crée des amis. La nation en armes, c'est quelque chose. Le danger. Ça suppose quand même un sentiment préalable d'une collectivité à défendre. Absolument. Parce qu'après tout, absolument. Mais ça c'est absolument. Il faut qu'il y ait au préalable un monde commun. Un sentiment d'appartenance commun. S'il n'est pas là, et de fait, j'arrive jusqu'aux années 60, en gros, ça existait, ça existait. Encore un peu au-delà. Oui, après ça se dégrade quand même. Ça commence petit à petit parce que, à mon avis, ça se gâte. En fait, ce qu'on vit, c'est une situation qui a 40 ans. La guerre froide, quand même. Oui. Les débats de la guerre froide étaient quand même des débats sur l'essentiel. Oui. Oui, parce qu'il y a l'ennemi totalitaire, il y a ça, oui. Il y a surtout la guerre nucléaire, le totalitarisme, certes, mais il y a la menace de l'anéantissement total, qui n'était pas, enfin, on en a parlé souvent au maître Dillana à l'époque, et c'est une menace qui reste présente. Encore en 83, je crois, le débat sur les euromissiles est un débat très tardif dans la guerre froide, où on compte les mégatonnes des deux côtés. Hein. Donc, naturellement, c'est une autre façon de concevoir la guerre, mais elle est absolue, puisque c'est la possibilité de l'anéantissement, et dont nous parlions très tranquillement au maître Dillana, avec le général gallois. D'ailleurs, on parlait de combien de mégatonnes seraient utilisées pour détruire complètement, vitrifier, on disait, vitrifier la France. Oui, et comment on fait pour résister? On met des mégatonnes et on vise telle cité, donc on tue 5 millions de personnes à Moscou, 5 millions à Pétersbourg, etc. Et on raisonnait quand même comme ça. C'est dans une époque des 30 Glorieuses, la société d'abondance. Moi, ça me frappe qu'on ait complètement oublié, même les contemporains, naturellement, les jeunes, tout ça, mais beaucoup de gens qui ont été contemporains de la guerre froide ont oublié cette peur-là, qui était une... Regardez, le film Docteur Folamour, moi je l'ai vu comme une réalité possible pour la nuit d'après. Mais nous l'avons tous vu comme ça, n'est-ce pas? Oui, parce que les avions tournaient effectivement autour de la Russie et les Russes également tournaient. Bon. Donc on a vécu ça, et avec un sentiment d'un monde commun à défendre, ou en tout cas où il fallait qu'on ait les forces suffisantes pour répliquer aux autres, tu vois. Et même le bien commun de la patrie. Eh bien oui, et le bien commun, c'était la paix maintenue. Donc, et ça a été porté à l'absolu à ce moment-là. Non, mais je comprends bien. Non, mais ça, c'est pas contradictoire, au contraire. Ça, je ne dis pas que ce soit contradictoire. C'est paradoxal, comme tu dis. Je dis que cette société-là est capable également, capable de vivre. C'est vrai qu'il y a eu cet aspect consommation, etc. Après, quand même, 1962, parce qu'avant, ce sont les guerres de décolonisation. Hein. Donc, c'est également un pays qui est mobilisé d'une façon... Bon, mais... Oui, non, mais ça, c'est face à l'inimité, à l'adversité, ce que dit ça, c'est clair. Mais demeure à savoir s'il y a un vouloir vivre commun indépendamment de ça. Est-ce qu'il y a vraiment... nous voulons nous pérenniser comme nation, monde commun, bien commun, indépendamment de l'adversité et de l'inimité. Ça, c'est pas gagné.
c'est pas gagné. Il est certain qu'à partir du moment où ce type de menace a disparu, où les guerres, on les a regardées à la télévision, ce sentiment du destin commun est beaucoup moins fort. Et effectivement, la fragmentation a repris sa logique et nous sommes dans cette situation-là. Oui, même, oui. Oui, oui, plutôt, oui. Oui, plutôt. Plutôt, oui. Bon, tant parce que pas. Une question là. Oui, Attends, il y a un. Ah oui, il y a Patrice aussi. Vas-y rapidement, Oui. Patrice après. je vais essayer d'évoquer en 3 points. Lorsque j'ai lu l'intitulé de ce soir, il m'est venu à l'idée qu'il y a un défi de multitude face à une aspiration unitaire ou unificatrice. Et j'ai pensé aussi à la définition donc, du bien commun, où vous avez évoqué, avec notamment ce qu'ont fait les Britanniques en disant Commonwealth, la chasse commune. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Bertrand à propos de la guerre 14-18. J'ai souvent demandé qu'est-ce qui serait passé si en France il n'y avait pas eu de conscription. L'Empire britannique a eu au début de la guerre, assez longtemps, des volontaires qui se battaient pour King and Country, pour le roi et le pays. Et de tous les partis de l'Empire britannique, ce sont des volontaires qui sont venus se battre sans que ce soit une sorte de contrainte comme la France en fait. Et partout, de tous les continents, et y compris en Irlande. D'ailleurs, il y a eu aussi, même chez les catholiques, des volontaires qui sont battus en 1814. Donc voilà, c'est des questions qui me sont venues à l'esprit en lisant un peu l'intitulé et puis en rebondissant sur ce qu'a dit Bertrand. D'ailleurs, dire, ce que j'aimerais comprendre, c'est il y a une espèce d'attitude altruiste, en quelque sorte, de solidarité des peuples par rapport à d'autres, c'est ça. Enfin, j'aimerais comprendre de plus près votre... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, en fait Au début Oui, la construction, non, à la fin, au début, lorsqu'on parle de société fragmentée, en fait, il y a un défi d'une multitude. Ah oui, ça, oui. Et le bien commun, une aspiration en fait, qui est unitaire, unificatrice. Donc, comment concilier les deux Et puis, bon, là, pour la définition du mot, c'est parfois difficile. Alors, il faut rechercher la bonne étymologie. Et enfin, donc, comme je disais à la fin, Bertrand évoquait la guerre 14-18, où il y a eu une mobilisation, mais bon, les familles donnaient leur enfants, mais c'était une conscription. Donc en fait, c'était quelque chose d'obligatoire. Il y a eu une sorte de... Enfin, ils étaient formés pour ça. Oui, oui. Alors que chez les Britanniques, enfin les Britanniques, ils n'ont pas eu de conscription et ils se sont quand même mobilisés eux-mêmes. Il y a eu un appel qui manquait pour le roi et pour le pays. Et dans des coins les plus reculés de l'Empire, et y compris dans un territoire où ça commençait pourtant à se déliter en Irlande. C'est quand même quelque chose d'assez puissant. Ça révèle deux conceptions, sans doute, de la nation, d'ailleurs, chez les Britanniques et les Français. Puis le rapport aux institutions n'est pas le même. Faut pas oublier qu'en 14-18, la République était encore finalement, somme toute, assez récente. Assez récente. Prenez par exemple les curés, les séminaristes qui s'engagent dans la guerre. Les deux France se réconcilient au travers de la guerre de 14-18. Il n'y a pas ce problème-là dans le monde britannique. Puis je pense qu'il y a un rapport au lien social qui n'est pas le même. C'est-à-dire que les choses sont toujours plus empiriques chez eux. Il y a moins de besoin de contraintes et il y a plus de... C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de société. On retrouve toujours ça. Les Britanniques, c'est comme les Américains aussi. Ils sont sociétaires. Les Français, il leur faut un État. Donc il y a de la contrainte. On est beaucoup plus formel. Même dans la vie religieuse, je peux vous dire. Moi, j'ai vu ça chez les Dominicains à Oxford. C'est impressionnant. L'individualisme anglais n'est pas l'individualisme français. Et ça, et le rapport au collectif, du coup, n'est pas du tout le même. Pas du tout le même. C'est un monde empirique, ils sont génétiquement empiriques. Ça se voit. C'est-à-dire que la constitution d'un ordre religieux n'est pas vécue de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut voir, on est dans des cultures. Ben oui. Le rapport à la communauté n'est pas du tout le même.
Et ça c'est très british. Mais peu importe ensuite, de la manière que ça se passe, c'est que l'essentiel c'est que ça produise ce que vous dites. Et qui est... Mais il faut qu'il y ait, c'est ce que disait Bertrand aussi d'ailleurs, il faut qu'il y ait une conscience collective de l'appartenance, quoi. Sinon, bon, on se mobilise pourquoi? C'est-à-dire que les poilus ne sont pas des victimes, sont des héros. Oui, pardon, Patrice, j'ai pas oublié. Tu as dit que tu préférais parler de monde commun plutôt que de bien commun. Bah, au préalable, en tout cas, oui. Est-ce qu'on va parler de monde commun au pluriel, d'aucun monde commun? C'est la première question. En ce sens aussi, on poursuit la métaphore footballistique. De même qu'il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge dans les matchs de foot lorsque la France gagne, il y a aussi des Gwenalus qui se lèvent, le drapeau breton. Donc on appartiendrait à ce monde qu'est la région et puis aussi à un autre monde qu'est la nation. Et est-ce que ton monde commun, c'est la même chose que la maison commune de François dans Laudato Si? Non, je pensais pas à Laudato Si, non, c'est vrai pas. Honnêtement, non, je pensais pas. Mais on peut dire la maison commune, oui, mais je suis pas sûr que la maison commune signifie chez lui exactement monde commun. Il y a la maison commune, c'est sûr, qui reprend d'ailleurs de Gorbatchev, au fond, il n'a pas inventé. C'est en fait. Pape François a repris quand même une expression qui vient de Moscou. Rome a emprunté à Moscou, ça c'est fort. Et Moscou encore l'URSS, hein, c'est quand même. Ouais, c'est des emprunts étonnants. Mais en revanche, là où je te rejoins, enfin je crois que là on se comprend bien sûr. Parler au singulier, c'est ce qui vaut pour bien commun, vaut pour monde commun. C'est-à-dire que en parler au singulier, c'est peut-être périlleux éventuellement. Il y a toujours des mondes communs, bien sûr. Mais et la question qui est derrière, c'est comment on relie tout ça? Comment on fait le lien entre ces différents mondes communs auxquels on appartient? Bah, écoute, moi je pense que ça peut se faire naturellement. Il faudra interroger les... je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent à la province ici, mais enfin, je suis pas alsacien, mais mettons que je le sois, je peux être alsacien et français. Enfin, mais j'ai mon monde commun régional et mon monde commun national, et puis je suis européen aussi. Enfin, une identité, elle est toujours à plusieurs niveaux. Non? Donc c'est pas ou ça ou ça. En fait, c'est tout ça en même temps. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait... on est quand même marqué par une... peut-être plusieurs récits collectifs, mais on n'est pas que des individualités, quoi, c'est ça que je veux dire. Sinon, je ne vois pas comment on peut effectivement espérer avoir le souci du bien commun. Oui, c'est une question de fait. La guerre, c'est le cas typique. Oui, de fait, le cas typique. Bon, est-ce que je suis prêt à prendre les armes pour défendre mon pays? Tout danger. Et pour tout danger. Il y avait une question. Oui. Le foot, moi, j'en ai rien à foutre, je veux dire. C'est le moment de le dire. Pour dire que c'est relatif, non, mais le fait qu'on mobilise autour du foot, moi, je dirais qu'il y a effectivement une perte de repères. En ce moment, tel coronavirus ont été démontrés par un gars qui a eu le prix Nobel de médecine en 1962, que probablement personne ici connaît, Lederman, qui a été médecin, que tout le monde avait les anticorps. On est face à toutes sortes de saloperies comme les bactéries et les virus. Sauf que certains, quand il y a la peste et le choléra, arrivent à aller chercher le bon, connecté dans le cerveau, le bon anticorps contre le virus ou la bactérie pathogène. Donc c'était la capacité de sélection qui permettait de... C'est quand même intéressant, donc on pourrait parler de cette chose-là et de reconnaître Lederman. Sur un autre plan, qui est un peu du même genre, on a un prix Nobel français, Serge Haroche, qui a démontré que le point d'interrogation avait une base matérielle. Ouvre la voie 0,1, point d'interrogation. Non, je veux dire que par là, on ne valorise pas non plus
les gens qui apportent quelque chose d'important, aussi bien d'ailleurs de notre nationalité que de l'international. Et c'est quand même un problème. Je veux dire simplement qu'on pourrait plus valoriser un certain nombre d'apports, comme ceux que je viens de parler, sans parler des arts contemporains, où il y aurait beaucoup à dire sur ceux qui sont. Donc moi je dis il y a perte de repères. Voilà. On valorisera toujours celui qui trouvera le vaccin contre le truc là. Ah bah oui, ça, c'est avec le Messie carrément. Oui. Bernard, Messie, c'est l'autre. Alors, avant qu'il soit mis en faisant un truc, tout le monde sera mort. Merci de relever l'optimisme. À vous écouter, en fait, la notion de bien commun m'apparaît très intéressante parce qu'elle est à la fois, elle me paraît comme une notion très piégée, mais en même temps très révélatrice, et j'allais dire même apocalyptique aujourd'hui. Enfin, vous êtes prêtre, Oui. et vous en avez parlé sous un angle quand même fondamentalement religieux. Et en fait, quel que soit le bout par lequel on prenne cette notion, on débouche sur du religieux. Préciser. Cette question de l'homme animal politique ou pas, Ouais. animal politique fondamentalement, qu'est-ce qui fait communauté? Enfin, on ne peut pas ne pas buter contre cette question. C'est-à-dire du politique, on passe au religieux, c'est Oui. ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. En quelque sorte. Bah, le religieux et le politique sont les deux réalités anthropologiques qui tissent du collectif. C'est bien pourquoi c'est quelquefois conflictuel d'ailleurs. Oui. Parce que il y a une sorte de mimétisme entre l'un et l'autre. Oui. Alors oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, ça c'est un vrai sujet, oui. C'est un vrai sujet. Alors dès l'instant le religieux s'est délité comme force sociale structurée organisée, Oui. l'un entraîne l'autre dans sa chute éventuellement. Oui. Non mais c'est pas fou, Non, mais c'est pas complètement fou. C'est-à-dire que le politique, d'abord on voit bien, c'est tous les débats autour du... Ouais, il y aura Régis Debray, voilà, il serait content d'être là. Le sacré. Je suis agnostique, mais il me faut du sacré. C'est-à-dire que le politique ne peut pas exister comme quelque chose avec une fonction méta. Politique, voilà, moi je suis en train de lire Peggy pour tout vous dire. Oui, ah bah, évidemment. Donc, alors là, l'expression, le fameux juxtaposition, temporellement, éternellement, c'est délicieux d'ailleurs. Oui, je comprends. Cette articulation, c'est permanent. Oui. Des jeux de renvoi. Oui. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous, quoi? Enfin, Oui, bien sûr. Bien commun, c'est ça qui est posé. Oui, non, mais je comprends très bien, Ce qui me contredit, c'est-à-dire que, c'est intéressant parce que là, vous prenez, c'est les deux biais opposés. L'approche empirique est très importante parce que une approche purement intellectuelle, bien sûr que malgré tout, même dans les grandes fractures intellectuelles que j'ai présentées, sont bien là. Ils ont eu des effets réels. Mais ça ne veut pas dire que dans la pratique, il n'y a plus aucun sens collectif. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Malgré tout, derrière les ruptures, il y a toujours des continuités. Malgré tout. Mais, alors, pour rejoindre Madame maintenant, c'est vrai que le bien commun, c'est sûr que le bien commun a partie liée quelque part avec quelque chose de... C'est une idéalité morale, c'est-à-dire qu'il a partie liée du méta. Il est plus que lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être simplement qu'immanent. C'est-à-dire qu'il y a du plus que... Alors, chez les Grecs, c'était une vision de l'immortalité de l'âme. L'être humain était conduit sur d'autres chemins que la vie politique. Le christianisme a apporté sa propre vision des choses. Et puis, le communisme a été une véritable sotériologie immanente. Nous avons vécu des religions historiques immanentes aussi. Mais on n'est plus là-dedans. Oui. On n'est plus du tout là-dedans. Alors c'est là quand même, là où c'est ce qui est quand même très nouveau, quand même, je pense, là, quand même, depuis ces 40 dernières années, c'est qu'il y a quand même, je dirais que 68 était un point symbolique de rupture, parce que c'était la liquidation progressive du marxisme, c'était tout ça. Puis ensuite, il y a eu la chute du mur. Bon, c'est qu'on
quand même, et je citais Léon XIII, mais Léon XIII, il a son récit intellectuel, il a sa contre-société, mais il vit dans un monde qui est comme ça, qui est idéologiquement très structuré, où les oppositions idéologiques sont très fortes, tout le monde a des vertèbres. Tout le monde. Hein. C'est quand même, encore une fois, Léon XIII, il a un contemporain, c'est Karl Marx. Ils sont du même monde. Hein. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Les antithèses ne sont pas séparées. On vit dans un univers où il n'y a absolument plus aucune structuration intellectuelle forte. Ça, c'est intéressant comme sujet. Et ça, c'est quand même révélateur, symptomatique d'une... empiriquement, les Grecs peuvent défendre leur fromage, si je puis dire, contre ce qui va arriver. Ça, il y aura toujours. Ça, je crois. Mais avec aussi le danger, c'est qu'on peut aller basculer dans l'identitaire, dans du nationalisme, parce qu'il n'y a plus... enfin, apportez-nous une colonne vertébrale. Quoi. Apportez-nous, si vous me parlez du bien commun, très bien, mais dites-nous comment on va exister. Oui, il y a toujours, quels que soient les événements historiques, l'institution. Parce que, on l'a vu avec Gabriel Martinez-Gros, l'islam arrive, mais il se coule, en fait, dans des modèles institutionnels préétablis, l'Empire, etc. Et il rentre dans la dialectique du politique et du religieux. Les mêmes choses, les mêmes problèmes qui se posent entre l'institution politique et l'institution religieuse, qui ne sont pas résolus comme chez nous, mais c'est il y a une dialectique de ce type-là. Nous aussi, on a connu, après la fin de l'Union soviétique, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des institutions, parfois brinque-ballantes, mais quand même des institutions qui opèrent au nom d'une histoire. Dans les plus petits pays baltes. Dans ces pays, parce que ce sont des pays, parce que là tu cites de bons exemples, mais ce sont des pays, ce sont des sociétés globalement très homogènes, et donc qui ont porté... Même dans des sociétés pas très homogènes, comme celle d'Asie centrale, on crée des institutions qui n'existaient pas. Oui, et avec des formes peut-être sommaires, mais de relations aux chefs d'État, etc., avec une dialectique également sommaire. Tu vois, il y a ça. Ce qui disparaît dans l'époque présente, mais vraiment présente, c'est la dialectique du politique et du religieux. Ah, ça, ce que peut raconter en Europe occidentale. Hein. Oui, j'ai bien compris. Ce que peut raconter à l'Église pèse très peu sur les décisions du pouvoir politique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il y avait, autour de la laïcité, etc., tout un débat dont on parlait avec Colosimo hier, mais l'institution, elle reste. La grande question auquel l'histoire répondra, c'est est-ce que l'institution politique est capable de tenir toute seule, tu le disais tout à l'heure, sans cette dialectique avec les institutions religieuses. Ça. Ben, surtout si elle n'a en face d'elle qu'une société morcelée. Parce que, attention, les sociétés non homogènes, il faut bien s'entendre, je suis d'accord avec toi, la Russie, par exemple, c'est une société multiculturelle toujours. Mais c'est endogène. La différence avec nous, moi j'ai discuté il y a quelques années avec un intellectuel russe, il savait, nous on est des Européens. Hein. Mais c'est tellement vrai d'ailleurs qu'on s'inquiète, est-ce que vous voulez toujours le rester? Parce que quand on voit parce que nous sommes multiculturels, mais vous êtes multiculturalistes. Et ça, on n'en veut pas. Ouais. Ça, on n'en veut pas. Débrouillez-vous avec ça, mais nous, on n'en veut pas. Et là, il avait raison sur ce point, c'est qu'à la société multiculturelle, c'est pas un problème, au contraire. C'est formidable, moi, je suis heureux d'être à Moscou, c'est une ville très multiculturelle, mais c'est endogène. Le problème, c'est quand la pluralité, c'est de la fragmentation, elle n'est plus vraiment endogène. Alors, soyons clairs, tu m'as dit, c'est le cas de l'islam, notamment dans les populations les plus jeunes, c'est-à-dire que tu vois bien que tu fais un monde commun avec ça. Bon, je vois pas très bien. Hein. C'est-à-dire que
Alors là, il y a un vrai problème. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de dialectique du politique et religieux, certainement elle existe toujours, mais elle est pluralisée. Elle est pluralisée et même fragmentée. Ce qu'on appelait dialectique du politique et du religieux avant, c'était, comme tu viens de le dire, tu as prononcé le mot, c'était institution. C'était institution face à institution. L'État, l'Église, les autorités, tout ça, voilà. Mais il y avait des transactions, des discussions, on pouvait s'engueuler, mais ça existait. Mais là, alors ça existe toujours, il y a toujours quand même, mais c'est extrêmement pluralisé. C'est comme ça, bon, c'est pas un mal en soi d'ailleurs. Mais il y a aussi la dialectique du politique et du religieux au sein même de la société. Hein, et puis, alors dans le cas de l'islam, faut-il encore qu'il y ait des interlocuteurs. Pour qu'il y ait dialectique, il faut qu'il y ait des interlocuteurs. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs. Là, je ne les vois pas bien. Hein. Les interlocuteurs. D'ailleurs, nos bons laïcs, pour avoir la nostalgie de ce point de vue-là, du modèle ecclésial, parce que quand il y a une église, c'est l'invention unique au monde. C'est pas pour rien qu'on parle. Enfin, on va pas refaire le débat sur l'islam qu'on a eu la semaine dernière. Mais, il n'y a pas d'église en islam. Non, mais il n'y en a pas dans le sunnisme, il n'y en a pas. Et on a un phénomène sectaire, là. Ce qui nous préoccupe, c'est un phénomène typiquement sectaire, sectaro-mafieux. Mais on n'arrive pas à créer une institution solide, suffisamment représentative. Mais il y a eu des efforts, dont on parlait la semaine dernière, dont on reparlera avec d'autres invités dans les mois à venir. Mais voilà, la question en suspens, c'est ça. Est-ce qu'on peut créer du lien suffisant quand on est simplement une institution politique non reliée à... Voilà. Non, mais c'est... Je peux. Moi, il y a quelque chose qu'on constate quand même, parce qu'on parle de tout ça. Je vais prendre un exemple. Le boulanger, il a besoin d'agriculteurs. L'agriculteur, il a besoin d'industriels. Et il y aura besoin d'un juriste, il y aura besoin d'un marché. Donc le lien, il se fait par le bas, par la vie de tous les jours. Et même s'il y a des différences, il faudra bien trouver du commun, un bien commun. Et on ne peut pas faire n'importe quoi si on veut vivre. Simplement ça, c'est sûr. Et que quelles que soient les idées, les communautés qui veulent se créer, elles sont obligées de se retrouver. Et la force de la vie fait que... On y a intérêt, tout simplement. Voilà, on y a intérêt. C'est la logique de l'intérêt. Mais pas l'intérêt au sens péjoratif. On n'a pas le choix. On n'existe pas sans qu'il y ait un bien commun. On ne peut pas avoir une société qui existe. C'est vrai. C'est-à-dire que là, ce que tu dis, je pense que c'est certainement très vrai au niveau local. Je pense que ça doit fonctionner, forcément. Alors, par contre, c'est à l'échelle de toute une société, et là, ça se complique. On l'a bien vu avec la réforme des retraites, d'ailleurs. On voit bien que c'est comme typique de... Il n'y a pas plus anxiogène qu'une réforme des retraites, de toute façon, par lui. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est anxiogène ? C'est en amont de la réforme et de la technicité très complexe qui me dépasse complètement. C'est le fait même, parce que retraite, on pense notre avenir. Qu'est-ce que je vais devenir quand je serai retraité ? Combien je vais gagner ? Donc c'est très anxiogène. Et donc, si on nous dit vous allez gagner moins au nom d'un principe dit universel, c'est là qu'on voit bien. Quelle définition de bien commun ? Là, on voit bien qu'on touche à... Là, c'est autre chose que simplement s'organiser dans un village en coin. Là, je suis d'accord. Je crois que ça marche très bien, à mon avis. Mais quand, là, à cette échelle-là de complexité, c'est une autre question. Hein. Et je pense que la plus ou moins grande violence qu'il y a quand même, parce qu'on est une société, il y a de la violence, elle est implicite et puis elle surgit, ça subitement, on voit bien, hein, montre qu'il y a une fragmentation, là pour le coup, très grande. Et donc le commun et la chose publique ou la res publica on a pris quand même un sacré coup quand même. Oui, non. Excusez-moi, c'est là que je reviens à ce que tu disais, le défi de la multitude, il est présent, il est important. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais là, je suis d'accord, hein, j'ai rien ajouté parce que je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites.
Mais pas une multitude clairsemée. Chers amis, on va suspendre simplement ce débat. Oui, bien sûr. On le reprendra plus tard. Merci Bernard.